Ce document est produit par l'Université Joseph Fourier Grenoble 1 en collaboration avec la région Rhône-Alpes et l'Université numérique francophone des sciences de la santé et du sport. Après avoir décrit les différents acides aminés entrant dans la composition des protéines, nous allons voir dans ce second cours leurs caractéristiques physico-chimiques et quelques méthodes d'étude. Pour ce cours, je vous propose le plan suivant. Nous allons d'abord regarder les propriétés très particulières d'ionisation des acides aminés et l'effet du pH. Nous verrons ensuite la classification des acides aminés, puis nous détaillerons les propriétés physiques puis chimiques des acides aminés. Enfin, nous terminerons ce cours par quelques propriétés des chaînes latérales. Les acides aminés en solution sont des molécules amphotères ou ampholites. Ils peuvent agir à la fois comme des acides et comme des bases du fait de la présence d'une fonction acide carboxylique et d'une fonction basique amine portée par le carbone alpha. La dissociation de ces deux groupements chimiques est fonction du pH. Cette équation chimique illustre les trois cas d'ionisation possibles de ces deux groupements. Nous n'allons pas considérer les possibilités d'ionisation de la chaîne latérale pour l'instant. À gauche, en milieu à pH très acide, la fonction amine est protonée et donc chargée positivement sous la forme NH3+. L'acide carboxylique est également protoné et donc non chargé sous la forme COOH. La molécule est donc un cation puisqu'elle comporte une charge positive. Si on augmente le pH, c'est-à-dire que l'on diminue la concentration en protons dans la solution, l'acide carboxylique se déprotonne et prend une charge négative. L'acide aminé présente alors deux charges, une sur l'amine, l'autre sur l'acide carboxylique, de signes opposés. Bien que chargée localement, elle présente une charge globale nulle. Enfin, si l'on continue de diminuer la concentration en protons, l'amine perd un proton à son tour pour venir sous une forme NH2 non chargée. L'acide aminé est maintenant un anion puisqu'il porte uniquement une charge négative sur l'acide carboxylique. Dans la réalité, les différentes formes sont constamment en équilibre les unes avec les autres, les différentes formes ioniques étant présentes à des pourcentages variables en fonction du pH. Les acides aminés peuvent contenir des charges positives et négatives par leur groupement carboxylique chargé négativement et aminé chargé positivement et par les groupements ionisables de leur chaîne latérale. Il existe donc une condition de pH pour laquelle la molécule comporte autant de charges positives que de charges négatives. Cet état est appelé zwitterion. Par définition, le zwitterion est une forme neutre qui possède autant de charges positives que de charges négatives. Il est possible de réaliser une courbe de titration d'un acide aminé. Il s'agit d'une courbe donnant le pH en fonction de la quantité de soude ou d'acide ajouté et qui permet la mise en évidence des différents pKa de l'acide aminé. Le titrage implique l'élimination ou l'addition graduelle de protons. Ce graphique représente le dosage par NaOH d'une solution d'acide aminé ne présentant pas de groupement ionisable sur sa chaîne latérale. Nous pouvons prendre comme exemple l'alanine. Cette titration comporte deux étapes distinctes, chacune correspondant à l'élimination d'un proton de l'alanine. Au départ, en bas à gauche du graphique, l'alanine a ses deux fonctions acido-basiques protonées et se trouve sous une forme cationique avec une charge plus. Lorsque l'on ajoute de la soude, une partie des molécules subissent une dissociation jusqu'à arriver à un point où il y a autant de molécules chargées positivement que de molécules neutres. À ce point, le pH est égal au premier pKa de l'ordre de 2,3 pour l'alanine. La partie de la courbe relativement plate autour de ce pK correspond à une zone tampon. Puis, on continue à ajouter de la soude et un point d'inflexion est atteint.
Ce pH correspond au point isoélectrique ou pHi, ici de 6, c'est-à-dire que toute la lanine est sous une forme dipolaire avec deux charges, une positive et une négative, avec une charge globale nulle. L'ajout de soude provoque une nouvelle dissociation avec la perte du proton de l'amine. À égalité de concentration des deux espèces, le pH correspond au deuxième pKa, 9,7 ici. La partie de la courbe relativement plate autour de ce pKa correspond à une nouvelle zone tampon. Enfin, un dernier ajout de soude va totalement déprotoner l'acide aminé qui va se retrouver sous une forme chargée négativement. Ces constantes de pKa sont reprises dans ce tableau de synthèse des différentes caractéristiques des acides aminés. Ces valeurs ne sont pas à connaître par cœur, mais les grandeurs moyennes sont à retenir. Certains acides aminés possèdent une fonction acido-basique sur leur chaîne latérale, caractérisée par un pKa. Par exemple, l'acide aspartique présente une fonction carboxylique supplémentaire, avec un pKa de chaîne latérale acide à 3,9. Ce tableau indique également deux autres informations sur les différents acides aminés. Le poids moléculaire. Le plus petit acide aminé étant la glycine avec 75,07 g par mol, le plus lourd étant le tryptophane avec un poids de 204,23 g par mol. Ces valeurs ne sont pas à apprendre, mais on retiendra la valeur moyenne de poids moléculaire pour les acides aminés de 110 g par mol, valeur qui nous sera très utile pour évaluer le nombre d'acides aminés dans une protéine à partir de son poids moléculaire ou vice-versa. La dernière colonne indique l'occurrence moyenne de chaque acide aminé dans les protéines. Vous noterez la forte abondance de la lanine. Ces valeurs sont données à titre d'information. Revenons sur les propriétés d'ionisation. Nous avons vu pour la lanine qu'il existe une valeur de pH pour laquelle l'ensemble des molécules en solution comporte plusieurs charges, mais avec une charge globale nulle. Ce pH particulier est appelé point isoélectrique ou pHi. Ce pHi dépend bien sûr des pKa des groupements amine et acide carboxylique portés par le carbone alpha, mais aussi des groupements ionisables portés par les chaînes latérales. Chaque acide aminé a donc un pHi unique et différent, ce qui permettra de les séparer dans des méthodes électrophorétiques ou chromatographiques. Ce tableau reprend les valeurs de pHi des différents acides aminés. Les valeurs ne sont pas à apprendre par cœur, mais la gamme acide, neutre ou basique du point isoélectrique pour chaque acide aminé doit être connue. Vous noterez que l'acide aminé ayant le pHi le plus basique est l'arginine, celui ayant le pHi le plus acide est l'acide aspartique. Une autre caractéristique importante des acides aminés est leur caractère polaire ou apolaire dépendant de la nature chimique des chaînes latérales. Afin de classer les acides aminés sur cette caractéristique, différentes échelles d'hydrophobicité et d'hydrophilicité ont été créées. Je vous indique dans ce tableau l'échelle d'hydrophobicité de Kite et Doolittle, une échelle très utilisée en biochimie des protéines. Les acides aminés sont classés dans ce tableau en fonction de la caractéristique de leur chaîne latérale, de la moins hydrophobe, qui est celle de l'arginine, à la plus hydrophobe, qui est celle de l'isoleucine. Il existe ainsi plusieurs classifications des acides aminés en fonction des différentes caractéristiques vues précédemment. Dans le premier cours, nous avons vu une classification des acides aminés en fonction de la nature de leur chaîne latérale, avec les aliphatiques, la glycine, la lanine, la valine, la leucine et l'isoleucine. Les acides aminés hydroxylés ou soufrés, tels que la sérine, la cystéine, la thréonine ou la méthionine. L'acide aminé cyclique, qui est la proline. Les aromatiques, avec la phénylalanine, la tyrosine et le tryptophane. Les acides aminés basiques, avec l'histidine, la lysine et l'arginine. Et enfin, les acides aminés acides, avec l'acide aspartique et l'acide glutamique.
Une classification très utilisée est celle en fonction de la polarité et de la charge des chaînes latérales à pH neutre. Les acides aminés sont classés ainsi en 4 groupes. Le premier groupe, les acides aminés chargés positivement à pH neutre. L'acide aminé est aussi qualifié de basique. Ce groupe comporte les acides aminés lysine, arginine et histidine. Vous noterez que l'histidine possède une chaîne latérale à groupement imidazole dont le pKa est de 6. Bien que cet acide aminé soit souvent classé comme basique, son noyau se déprotonne à pH 6 et il est donc non chargé à un pH de 7. Le deuxième groupe est composé des acides aminés chargés négativement à pH neutre. L'acide aminé est qualifié d'acide. Ce groupe comporte l'acide aspartique et l'acide glutamique. Le troisième groupe comporte les acides aminés non chargés à pH neutre mais polaires. Il comporte la sérine, la thréonine, la cystéine, l'asparagine, la glutamine et la tyrosine. Et enfin, le quatrième groupe comporte les acides aminés non chargés à pH neutre mais apolaires ou hydrophobes. Il comporte la glycine, l'alanine, la valine, la leucine, l'isoleucine, la méthionine, la phénylalanine, le tryptophane et la proline. Nous allons maintenant aborder les propriétés physiques des acides aminés. Nous verrons les caractéristiques de solubilité, la coloration et les propriétés d'absorption de la lumière visible et ultraviolet et le pouvoir rotatoire des acides aminés. Les acides aminés sont solubles dans l'eau, mais très faiblement à un pH autour de leur pHI. Ils sont plus fortement solubles en milieu alcalin avec la formation de sels. En revanche, ils sont plus faiblement solubles dans l'alcool. La solubilité dans les solvants apolaires est variable et dépend de leur chaîne latérale. Les solutions d'acides aminés sont incolores. Par contre, la plupart des acides aminés absorbent à des longueurs d'onde inférieures à 230 nanomètres. Les acides aminés aromatiques absorbent la lumière dans l'ultraviolet vers 280 nanomètres. Cette propriété est très utile pour repérer la présence de protéines et elle est très largement utilisée dans les appareils chromatographiques d'analyse des protéines. Toutefois, cette absorption est variable selon l'acide aminé considéré, la phénylalanine absorbant faiblement la lumière plutôt vers 260 nanomètres, alors que le tryptophane absorbe de manière importante plutôt vers 280 nanomètres. Les caractéristiques de la tyrosine sont intermédiaires. Enfin, le tryptophane non seulement absorbe la lumière dans l'UV, mais il est également fluorescent. Nous avons vu que 20 acides aminés sur les 21 ont un carbone asymétrique. La glycine n'a pas cette propriété car le carbone alpha porte 2 hydrogènes. La présence d'un carbone asymétrique donne la propriété à ces acides aminés de dévier la lumière polarisée. Cette propriété est appelée pouvoir rotatoire. Elle est mesurable dans un appareil appelé polarimètre qui est schématisé sur cette diapositive. Nous allons maintenant aborder les propriétés chimiques des acides aminés. Ces propriétés chimiques dépendent des réactions possibles avec le groupement carboxylique, avec le groupement amine et avec les groupements portés par les chaînes latérales. L'acide carboxylique peut participer à des réactions d'estérification. Ce sont des réactions très utiles en analyse ou comme intermédiaire dans la synthèse peptidique chimique. Il peut également participer à des réactions d'amidification, utilisées aussi dans la synthèse peptidique pour la formation de la liaison peptidique. Et enfin, cet acide carboxylique peut participer à des réactions de décarboxylation in vivo au cours de la synthèse d'amines biogènes, par exemple au cours de la synthèse de l'histamine. La fonction amine peut participer à des réactions de N-alkylation, de N-arylation utilisées en analyse, de N-acylation au cours de la synthèse peptidique. Les fonctions amines peuvent former des bases de Schiff avec les aldéhydes.
En outre, cette fonction peut subir une désamination et être impliquée dans des réactions de transamination. Enfin, il est possible de réaliser une réaction globale avec la ninhydrine pour la colorimétrie des acides aminés. Nous allons détailler cette réaction chimique dans la diapositive suivante. Les acides aminés réagissent avec la ninhydrine dans une première réaction d'oxydoréduction. La ninhydrine est réduite alors que l'acide aminé, et en particulier la liaison carbone-alpha fonction amine, est oxydée en double liaison. Cette réaction aboutit à une réorganisation des fonctions portées par le carbone-alpha avec l'élimination d'une molécule d'ammoniac puis d'une molécule de CO2 pour former une fonction aldéhyde portée par la chaîne latérale de l'acide aminé. La molécule de ninhydrine, réduite au cours de la première réaction, va alors réagir avec une deuxième molécule de ninhydrine, aboutissant à la formation d'une hydridantine, puis, après réaction avec l'ammoniac libéré au cours de la première réaction, à la formation du pourpre de Reumann, une molécule colorée en violet. Cette coloration a été utilisée ici sur la réaction à gauche pour la révélation des protéines laissées par une empreinte digitale. Cette réaction à la ninhydrine est utilisée pour la révélation de chromatographie sur couche mince ou sur papier des acides aminés par vaporisation de la ninhydrine, tel qu'observable sur l'image de droite. Les acides aminés peuvent être séparés et analysés par différentes techniques. Nous allons voir l'électrophorèse et la chromatographie d'échange d'ions. Cette figure sur cette diapositive indique le principe de l'électrophorèse. Dans un milieu liquide ou semi-liquide tel qu'un gel, sont plongées deux électrodes, une cathode et une anode, et un courant est appliqué sur ces deux électrodes. Les particules ou les molécules, en solution dans le liquide ou dans le gel, vont migrer en fonction de leur charge. Les particules négatives, appelées anions, vont migrer vers l'anode, chargée positivement. Les particules positives, appelées cations, vont migrer vers la cathode, chargée négativement. Nous pouvons ainsi déposer une solution d'acide aminé au centre de ce système, et en fonction de la charge portée par les différents acides aminés, ceux-ci migreront soit vers l'anode s'ils sont chargés négativement, soit vers la cathode s'ils sont chargés positivement, soit resteront au centre de l'électrophorèse s'ils ne sont pas chargés, c'est-à-dire à leur point isoélectrique. Ce schéma montre une séparation d'acides aminés par électrophorèse et un exemple de comportement de trois acides aminés soumis à l'électrophorèse en fonction du pH. L'alanine, avec un point isoélectrique de 6, est représentée ici en bleu. La lysine, avec un point isoélectrique de 9,59, est représentée en orange. Et enfin, l'acide aspartique, avec un point isoélectrique acide à 2,77, est représenté en jaune. La première piste, à gauche, montre une électrophorèse réalisée à pH 1, c'est-à-dire à un pH acide. À ce pH, tous les acides aminés sont chargés positivement. Ils migrent donc tous vers la cathode, c'est-à-dire vers le bas de l'électrophorèse, vers l'électrode chargée négativement. Toutefois, cette migration est différente selon les acides aminés. L'alanine et l'acide aspartique comportent uniquement une charge positive sur leur fonction amine portée par le carbone alpha. Elles vont donc réaliser le même chemin et être présents à la même position dans l'électrophorèse. Par contre, la lysine, qui a une fonction amine sur sa chaîne latérale, comportera deux charges positives, une sur cette amine de la chaîne latérale et une sur l'amine portée par le carbone alpha. Elle va être donc doublement chargée positivement et aura une migration beaucoup plus importante, du coup elle se retrouve en bas de cette électrophorèse. La seconde piste au centre montre une électrophorèse réalisée à un pH de 6,5. Ce pH est très proche du point isoélectrique de l'alanine qui est de 6. Donc l'alanine a une charge globale qui est neutre et ne va pas migrer dans cette électrophorèse. En revanche, les deux autres acides aminés vont avoir des comportements très différents. L'acide aspartique, qui a un point isoélectrique de 2,77, à pH 6,5, est chargé négativement.
En effet, sa fonction carboxylique portée par le carbone alpha est maintenant déprotonée et a donc une charge négative. Il va migrer vers l'anode, vers le haut de l'électrophorèse. L'autre acide aminé, la lysine, a un point isoélectrique par contre très basique de 9,59 et possède toujours une charge positive sur sa chaîne latérale et sur l'amine portée par le carbone alpha. Elle va donc toujours migrer vers le bas de l'électrophorèse. La troisième piste à droite montre une électrophorèse réalisée à un pH de 11, donc un pH très basique. À ce pH basique, tous les acides aminés sont chargés négativement. Ils vont tous migrer donc vers le pôle positif de l'électrophorèse. Mais leur migration va se faire à des vitesses différentes. L'alanine et la lysine comportent uniquement une charge négative sur le carboxyle porté par le carbone alpha, alors que l'acide aspartique porte deux charges négatives, une sur le carboxyle du carbone alpha et une sur le carboxyle de la chaîne latérale. L'acide aspartique va donc migrer 2 fois plus rapidement vers le pôle positif. Une autre technique de séparation des acides aminés est la chromatographie liquide haute performance. L'appareil dédié à cette application peut être couplé avec une réaction à l'anhydrine tel qu'indiqué sur le schéma à droite. Sur schéma, nous commencerons en haut avec différents tampons d'élution qui vont être amenés par une pompe à travers un injecteur. Cet injecteur permettra l'injection de l'échantillon d'acide aminé à séparer dans une colonne. Cette colonne est chauffée et va permettre par mécanisme d'échange d'ions que nous décrirons dans la diapositive suivante de séparer les différents acides aminés. Ces acides aminés sortiront les uns après les autres de cette colonne et viendront se mélanger avec une solution de ninhydrine qui est amenée par une seconde pompe. La réaction se déroulera dans la tubulure, donc en phase liquide, dans une enceinte thermostatée, pour arriver ensuite sur un détecteur qui va mesurer la coloration violette de la réaction due à la ninhydrine. Ce détecteur permettra de recueillir un signal transformé en chromatogramme. Vous avez un exemple sur la gauche en bas d'un chromatogramme type de séparation de différents acides aminés. Des sociétés commerciales ont développé des appareils entièrement intégrés avec tout le système de séparation et la réaction de la ninhydrine et une informatique qui permet de collecter directement les aminogrammes sur un ordinateur. Voyons voir le mécanisme moléculaire de séparation des acides aminés sur colonne d'échange de cations à travers 3 exemples. Nous allons reprendre les mêmes acides aminés que utilisés précédemment dans l'électrophorèse. Il s'agit toujours de l'alanine, représentée toujours en bleu avec un point isoélectrique de 6, la lysine représentée en orange avec un point isoélectrique de 9,59 et l'acide aspartique représenté en jaune avec un point isoélectrique de 2,77. La phase stationnaire à l'intérieur de la colonne est caractérisée par des groupements acides forts de type acide sulfonique qui sont toujours chargés négativement. Le mélange de ces 3 acides aminés est passé à travers cette colonne. Tout d'abord à un pH très acide, aux alentours de 1. À ce pH, comme nous l'avons vu, ces 3 acides aminés sont chargés positivement, avec une charge positive pour l'alanine et pour l'acide aspartique, et 2 charges positives pour la lysine. Ces différents acides aminés vont donc se fixer par des liaisons ioniques sur la phase stationnaire dans la colonne. Nous allons ensuite augmenter graduellement le pH pour passer d'un pH de 1 jusqu'à un pH basique. Entre pH 1 et pH 4, l'acide aspartique, qui a un point isoélectrique de 2,77, va changer de charge. Il va passer d'une charge positive à une charge nulle. Ce passage à la charge nulle va provoquer son décrochement de la phase stationnaire et l'élution, c'est-à-dire la sortie de l'acide aminé de la colonne. Les 2 autres acides aminés, lysine et alanine, restent fixés sur cette colonne. Puis nous continuons à augmenter le pH. Et aux alentours d'un pH de 6, point isoélectrique de l'alanine, celle-ci va devenir à son tour neutre et se décrocher de la colonne. Elle va donc ensuite sortir de la colonne. Puis nous continuons d'augmenter le pH et arrivé à un pH supérieur à 9,59, la lysine, qui était chargée positivement et encore fixée sur la colonne, va elle aussi
adopter une charge neutre et se décrocher de la colonne pour sortir. Nous avons donc élué ces 3 acides aminés de manière séquentielle, les uns après les autres, en commençant par l'acide aspartique, celui qui a le point isoélectrique le plus acide, et en terminant par la lysine, celui qui a le point isoélectrique le plus basique. Nous allons maintenant aborder des propriétés qui sont liées aux chaînes latérales, aux groupements chimiques portés par ces chaînes latérales. Nous nous intéresserons à 3 types de groupements, aux groupements thiol, aux fonctions alcool et aux fonctions amides. Pour les groupements thiol, nous avons déjà vu que ce sont des groupements qui peuvent réagir dans des réactions d'oxydoréduction, et nous verrons donc l'oxydation des fonctions sulfhydriques et la formation des ponts disulfures. Ces groupements thiol peuvent être également le siège de réactions d'alkylation par l'acide iodoacétique. Nous verrons ensuite pour les fonctions alcool la réaction de phosphorylation, qui est la formation d'un ester phosphate, et la réaction de haut-glycosylation. Et enfin, nous terminerons par les modifications d'une chaîne latérale de type amide par l'ajout d'une N-glycosylation. L'oxydation de la cystéine et la formation d'un pont disulfure, ou en tout cas quand on considère uniquement les 2 acides aminés libres, la formation d'une molécule qui s'appelle cystine, est représentée ici sur ce schéma. 2 molécules de cystéine sous forme réduite vont être oxydées par l'oxygène de l'air présent dans le milieu, soit la solution d'acide aminé, soit dans le liquide qui baigne nos cellules. L'oxydation de ces 2 fonctions sulfhydriques va aboutir à la formation d'un pont disulfure, qui est une liaison covalente. Cette oxydation des cystéines et cette formation des ponts disulfures participent au maintien de la structure tridimensionnelle des protéines. Dans la cellule, il y a une interconversion entre les ponts disulfures et les thiols libres en permanence à travers un mécanisme qui est le contrôle du potentiel oxydoréducteur intracellulaire. Le glutathion, qui est un peptide à cystéine, apporte notamment une protection contre le stress oxydant en protégeant les protéines de l'oxydation et en évitant les cystéines réduites de ces protéines d'être oxydées en ponts disulfure. De la même manière, les ponts disulfures, qui sont une forme oxydée des cystéines, peuvent être réduits avec séparation des 2 cystéines. Nous partons cette fois d'une molécule de cystine sur la gauche, et l'action de différentes molécules réductrices, notamment le 2-mercaptoéthanol ou le dithiotéitol, vont permettre la réduction des 2 fonctions soufre pour donner 2 molécules de cystéine indépendantes. De manière concomitante, le réactif utilisé, le 2-mercaptoéthanol ou le dithiotéitol, va subir une oxydation. La réaction chimique du haut concerne le 2-mercaptoéthanol, qui est un réactif très utilisé notamment dans les électrophorèses pour séparer les différentes chaînes protéiques et libérer ainsi les chaînes les unes des autres et analyser les chaînes individuellement. On utilise également le dithiotéitol, qui est représenté dans la réaction chimique en bas, notamment pour éviter l'oxydation des cystéines dans les échantillons de protéines. Une autre réaction des cystéines est l'alkylation de leur groupement sulfhydrique. Cette réaction chimique a pour objectif le blocage des cystéines lors de l'étude des protéines. Cette réaction forme une carboxyamidométhylation après réaction par l'iodoacétamide. Cette réaction empêche la réoxydation de la cystéine et la reformation des ponts disulfures qui auraient été réduits par le dithiotéitol ou le 2-mercaptoéthanol. Nous allons maintenant nous intéresser à un autre type de modification chimique des chaînes latérales, que sont les phosphorylations des acides aminés. Les acides aminés présentant une fonction alcool, OH, peuvent former des esters de phosphate. 3 acides aminés sont concernés. Il s'agit de la tyrosine, de la sérine et de la tréonine. Ces réactions de phosphorylation sont catalysées par des enzymes. Et vous avez un exemple dans la figure sur cette diapositive de phosphorylation d'une tyrosine par une enzyme tyrosine kinase. Cette enzyme a besoin d'apport en phosphate qu'elle retrouve à travers l'ATP. Elle va transférer un phosphate à partir de cet ATP
sur la fonction alcool de la tyrosine. Les acides aminés comportant des fonctions alcool peuvent aussi réaliser des réactions chimiques avec des oses. Il s'agit de condensation d'un acide aminé tel que la sérine avec un ose tel que le N-acétylgalactosamine comme indiqué sur ce schéma. Ces modifications d'acides aminés sont très importantes pour la fonction des protéines et pour l'adressage dans différents compartiments de la cellule. Ce type de modification peut avoir aussi lieu avec des acides aminés avec des chaînes latérales comportant des fonctions amides, telles que l'asparagine ou la glutamine, et nous parlerons dans ce cas de N-glycosylation. Il s'agit donc de la condensation d'un acide aminé à chaîne latérale amide avec un ose. Nous terminons ainsi le cours sur les propriétés physico-chimiques des acides aminés. Ceci va nous permettre d'aborder dans le prochain cours la formation et les propriétés de la liaison peptidique, liaison covalente très importante dans la synthèse des protéines.